Salut à toutes et à tous. Vous écoutez French Podcast, l'émission où on explore la langue et la culture française. Et aujourd'hui, on plonge dans le monde des vêtements. Je m'appelle Charline et je suis super contente de vous retrouver. Eh bien bonjour tout le monde, Emmanuel ici, ravi d'être avec vous pour discuter d'un sujet qui nous concerne tous, débutants ou non, comment parler de vêtements en français. On va s'amuser et apprendre en même temps, c'est promis. Carrément. Et puis, qui n'a jamais été perdu en essayant de décrire une tenue ou de faire du shopping dans une boutique française? On va démystifier tout ça. C'est clair. Et même moi, la première fois que j'ai voulu acheter une chemise à Paris, j'ai eu un moment de solitude, mais on en reparlera. On commence par le vocabulaire de base. On va faire simple pour démarrer. Emmanuel, si tu devais donner 3 mots-clés à connaître absolument pour parler des vêtements, tu choisirais lesquels? Bonne question. Je dirais d'abord pantalon, parce que c'est un classique. Ensuite, chemise, ça revient tout le temps. Et enfin, chaussures. Sans oublier robe si vous aimez varier les styles. Ça me rappelle ma première leçon de français. J'étais persuadée que chaussures voulait dire chaussettes, je t'assure. J'ai eu un moment de confusion chez le vendeur. C'est fou comme une petite erreur peut tout changer. Et puis, il y a les accessoires, ceinture, sac ou encore chapeau pour briller dans une conversation. Absolument. Et en plus, ça permet de décrire plein de situations. On va voir ensemble comment utiliser tout ça dans la vraie vie, justement. Parlons pratique. Imaginons une conversation typique dans une boutique de vêtements. Emmanuel, tu joues le vendeur? Avec plaisir. Bonjour madame, je peux vous aider? Oui, je cherche une veste légère pour le printemps. Vous en avez en bleu? Justement, on vient de recevoir une nouvelle collection. Vous préférez quelque chose de classique ou avec une petite touche originale? J'adore ce genre de choix. On voit tout de suite l'importance de questions simples et du vocabulaire précis, et puis ça détend la discussion aussi. C'est vrai, ce genre d'échange aide à prendre confiance. Tiens, ça me fait penser au petit piège de la prononciation. Tu veux en parler? Ah oui, la fameuse prononciation chaussettes et chaussures, par exemple, c'est presque un jeu d'eux pour les apprenants. Tu as déjà entendu des erreurs marrantes, Emmanuel? Plus d'une fois. Un copain disait toujours jupe comme Jupiter, c'était génial. Il faut bien écouter le U français, c'est pas le même que le U, surtout pour pull et poule. Totalement. Et puis, la liaison. Un pantalon élégant, pas un pantalon élégant, hein. C'est ce petit détail qui fait toute la différence et qui amuse beaucoup les Français. Quand on y pense, c'est une bonne excuse pour pratiquer à voix haute. Répéter en jouant, ça aide vraiment. Tu aurais un exercice simple à proposer. Bien sûr. Essayez de décrire votre tenue du jour à un ami, même si c'est juste à votre miroir. Vous verrez, ça muscle l'oreille et la confiance. Ce qui me plaît, c'est que le shopping, c'est une super occasion de pratiquer son français sans pression. Tu te souviens de ta première expérience shopping en France, Emmanuel? Oh, je m'en rappelle, j'étais tellement stressé de demander la taille, je mélangeais taille et pointure. Résultat, j'ai essayé de mettre des chaussures pour enfants. C'est typique. Et c'est pour ça que c'est utile de retenir ces mots. D'ailleurs, si vous débutez, osez demander: pouvez-vous répéter plus lentement? Ou comment ça se dit, ce vêtement? Les vendeurs sont souvent ravis d'aider. Et puis, même si on se trompe, ça crée de bons souvenirs. On progresse surtout en osant parler, même avec des fautes. C'est le plus important finalement. Avant de se quitter, j'ai envie de lancer un défi à nos auditeurs. Cette semaine, essayez de nommer chaque vêtement que vous portez en français le matin. C'est une super idée. D'ailleurs, si vous avez envie, notez les mots nouveaux et partagez-les avec des amis ou sur les réseaux, ça motive à continuer. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Même si vous commencez juste, vous avancez plus que vous ne le pensez. Merci à tous d'avoir écouté French Podcast. On espère que cet épisode vous a donné envie de jouer avec le vocabulaire des vêtements et de tenter l'aventure shopping en français. On se retrouve très vite pour un nouveau thème. Portez-vous bien et à bientôt sur French Podcast. Écoute la deuxième partie de Podcast français. On est super content de vous retrouver pour cette deuxième partie du French Podcast. La dernière fois, on avait commencé à plonger dans le monde du vocabulaire des vêtements, mais il y avait encore tellement à dire. Franchement, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Moi, j'adore découvrir de nouveaux mots en contexte, surtout quand ça concerne le shopping. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a enregistré, j'ai réalisé que je connaissais plein de mots, mais pas toujours comment les utiliser dans une vraie conversation. C'est exactement ça. C'est une chose de savoir dire pantalon ou chemise, mais c'en est une autre de commander la bonne taille ou de demander un autre coloris quand on est en boutique. Oui, et parfois, un petit mot ou une expression peut vraiment tout changer.
On va vous donner des exemples concrets aujourd'hui, histoire que sortir faire du shopping en français devienne presque un jeu. Alors, reprenons par les mots essentiels. Quels vêtements faut-il absolument connaître quand on commence à apprendre le français? Je pense que tout le monde devrait commencer par pantalon, jupe, robe, chemise, pull et bien sûr manteau ou veste. Ce sont vraiment les classiques. Je me rappelle, la première fois que j'ai dû acheter un manteau en France, j'ai confondu manteau avec manteau de pluie. J'ai eu droit à une belle surprise en caisse. Ah, c'est le genre de quiproquo qui arrive à tout le monde. On oublie aussi souvent les accessoires comme écharpe, chapeau ou même ceinture. Ce sont des mots qui servent tout le temps, surtout quand il fait froid. Et puis, il y a des petits mots qui sauvent la mise, genre taille, pointure ou essayer. J'ai vu tellement de débutants bloqués devant une cabine d'essayage parce qu'ils ne savaient pas comment demander s'ils pouvaient essayer. C'est vrai que même moi, parfois, je cherche un mot précis quand je fais du shopping à l'étranger. Mais justement, c'est le thème de notre prochain segment. Comment survivre à une vraie conversation shopping en français? Alors, imagine, tu entres dans une boutique à Paris. Quelles phrases te viennent tout de suite en tête pour engager la conversation avec un vendeur? La toute première pour moi, c'est bonjour, je cherche, suivi de l'article voulu, et surtout ne pas oublier le bonjour au début. Les vendeurs y tiennent vraiment en France. Oui, ça change tout. Et puis il y a les questions classiques. Avez-vous cette robe en taille M? Ou alors est-ce que je peux essayer ce pantalon? Ce sont des phrases super utiles. J'ajouterais même, est-ce qu'il existe en d'autres couleurs? Parce qu'on veut toujours voir s'il y a une version rouge ou bleue. Je me souviens d'une boutique où j'ai demandé ça, la vendeuse m'a sorti tout un arc-en-ciel de chemises. J'adore ce genre de situation. Et tu sais, parfois, juste un sourire et un mot sympa, ça ouvre la porte à plein de conseils ou d'essayages inattendus. Ça rend la pratique du français plus vivante, tu ne trouves pas? Carrément. Ça met à l'aise. Et puis, on apprend plein de mots nouveaux, juste grâce à une expérience de shopping. Tiens, ça me donne envie de parler des petits pièges à éviter quand on débute. Les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. T'en as déjà fait une bonne en boutique? Oh, plus d'une. Une fois, au lieu de demander une ceinture, j'ai dit ceinturon. La vendeuse m'a regardé bizarrement parce que le mot est rarement utilisé aujourd'hui, sauf à cheval ou au cinéma. C'est fou comme un petit mot peut changer tout le sens. Moi, j'ai déjà confondu chaussettes et chaussures. Résultat, j'ai failli repartir pieds nus parce que je n'avais pas précisé ce que je voulais. Et puis, il faut pas oublier les tailles françaises. Si tu demandes une taille 40, c'est pas forcément la même qu'en Espagne ou en Allemagne. Ça, c'est le piège classique. C'est vrai que même les couleurs prêtent parfois à confusion. Bleu marine, bleu ciel. Le détail compte. Mais c'est en se trompant qu'on progresse, non? Oui, et puis on retient généralement mieux après une petite bourde. D'ailleurs, dans le prochain segment, on va partager quelques astuces pour progresser rapidement, même si on débute. Parlons astuces. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut vraiment progresser sur le vocabulaire des vêtements en français? Je conseille toujours de faire une sorte d'inventaire chez soi, ouvrir son armoire, prendre chaque vêtement et nommer ce que c'est, quitte à coller des post-it avec le nom en français. Ça marche vraiment bien. C'est une super idée! J'ajouterais qu'on peut regarder des catalogues ou des pubs de mode en français. Ça donne plein d'exemples de phrases du quotidien, en plus des mots seuls. Exactement, et puis pratiquer avec un ami, c'est top. Faire semblant d'être en boutique ou même jouer aux vendeurs et aux clients, ça habitue à parler sans stresser. On peut aussi écouter des podcasts comme celui-ci. Entendre les mots en contexte, ça aide à mieux retenir. D'ailleurs, ça me fait penser à une question qu'on reçoit souvent de nos auditeurs. Beaucoup de gens nous écrivent pour nous dire qu'ils ont peur de se lancer dans une vraie conversation. Tu vois, cette crainte de se tromper devant un vendeur. Cette peur, elle est universelle. Mais le plus important, c'est de garder en tête que les vendeurs, eux aussi, aiment quand on fait l'effort de parler leur langue. J'ai souvent été surpris par leur patience et leur envie d'aider. Oui, il y a rarement des jugements. Au contraire, c'est l'occasion d'apprendre un mot ou une expression qu'on n'aurait jamais vu dans un livre. Et si jamais on bloque, un simple comment dit-on en français peut débloquer la situation. Les gens sont souvent ravis d'expliquer ou de mimer, ça crée même des souvenirs amusants. Exactement, c'est ça aussi l'apprentissage, oser, se tromper et recommencer. Pour finir, on voulait partager quelques ressources pour continuer à progresser. Avant de conclure, tu as des recommandations de ressources, Emmanuel, pour ceux qui veulent aller plus loin dans le vocabulaire des vêtements ou le shopping en français. Oui, en plus d'écouter French Podcast, je recommande d'utiliser des applis mobiles dédiées au vocabulaire.
et de regarder des vidéos YouTube où on voit de vraies situations de shopping, c'est super motivant. Et puis, il y a aussi les BD ou les séries françaises qui mettent en scène des achats ou des essayages. Ça permet d'entendre les expressions dans leur contexte et parfois avec une pointe d'humour. N'oublions pas non plus les échanges linguistiques, où on peut pratiquer en duo avec un natif. Rien ne vaut la pratique régulière pour se sentir plus à l'aise. C'est sûr. Et chaque petit pas compte. On espère que cet épisode vous a donné envie de tester vos nouveaux mots lors de votre prochaine sortie shopping. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette deuxième partie consacrée aux vêtements et au shopping. On a adoré partager nos astuces et nos anecdotes avec vous. Ça me motive toujours de savoir que de plus en plus de gens se lancent en français grâce à nos podcasts. Et n'oubliez pas, chaque erreur, c'est une occasion de progresser. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, continuez à pratiquer, à oser parler et à vous amuser avec la langue. Prenez soin de vous, amusez-vous bien en boutique et à la prochaine sur French Podcast. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une ressource pédagogique pour les grands débutants en français. À première vue, ça a l'air tout simple. C'est un guide sur le vocabulaire des vêtements et comment faire du shopping. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que ça nous dit sur la manière d'apprendre une langue efficacement. On va essayer de comprendre pourquoi cette approche par thème, elle est si puissante. Bref, décortiquons un peu tout ça. Oui, et c'est un point de départ qui est fascinant, parce que, en fait, ça touche à une idée un peu contre-intuitive. On pense souvent qu'il faut apprendre un peu de tout, un peu de grammaire par-ci, du vocabulaire par-là, pour progresser. Mais cette méthode, de se concentrer sur un seul univers, comme les vêtements, c'est pas juste plus motivant, c'est cognitivement plus efficace. Le cerveau n'a pas à jongler avec plein de contextes différents, des règles qui semblent aléatoires. On crée une sorte de bac à sable mental, un espace protégé pour bâtir la confiance beaucoup plus vite. Je vois l'intérêt. C'est universel, tout le monde porte des vêtements. Mais est-ce que ce n'est pas un peu cliché? Le shopping, commander un café, c'est toujours ça dans les manuels. Ça ne renforce pas une vision un peu superficielle de la langue, limitée à la consommation? C'est une excellente objection. Vraiment. Et la réponse, je pense, elle est dans la finalité. Le but, ce n'est pas de transformer les apprenants en experts du shopping. C'est de leur donner une première victoire, une victoire rapide, concrète. Le shopping, c'est un prétexte parfait. C'est une situation qui est très codifiée, avec un script presque prévisible, un objectif clair. Réussir à acheter un simple t-shirt en français, c'est une réussite tangible. Et c'est ce carburant qui donne l'envie, ensuite, de s'attaquer à des choses plus complexes. C'est une porte d'entrée, pas la destination finale. D'accord, je suis convaincue. C'est la première marche de l'escalier, en quelque sorte. Alors, si on entre dans le vif du sujet, la première partie de cette ressource, c'est le lexique. J'imagine une liste de mots, pantalon, chemise, robe. Mais j'aurais peur de me noyer sous des centaines de termes. Est-ce que le guide propose une structure pour ne pas être submergé? Oui, et la structure, c'est vraiment la clé pour éviter ça. Une bonne ressource ne va jamais jeter une liste de vocabulaire en vrac. Elle construit par couches. La toute première couche, ce sont les fondamentaux, les pièces incontournables. Un pantalon, une chemise, une robe, un t-shirt, une jupe. Les piliers, quoi. Et dès ces premiers mots, on tombe sur le mur que tous les débutants connaissent, le genre des noms. Un pantalon, une chemise, c'est une angoisse au début. Absolument, c'est le cauchemar. Mais c'est là que la magie de l'approche thématique opère. En apprenant une chemise, une robe, une jupe, ensemble, dans le même groupe, le cerveau commence à faire des associations. On ne mémorise pas le mot d'un côté et la règle de l'autre. On apprend le bloc une jupe comme une seule et même information. C'est une acquisition beaucoup plus organique, beaucoup plus durable. C'est plus intuitif en fait. C'est ça. On apprend le genre en faisant, pas en étudiant de la théorie abstraite qui de toute façon est pleine d'exceptions. D'accord. Donc on a les briques de base, mais un pantalon, ce n'est jamais juste un pantalon. Il peut être bleu, en jean, trop grand. Comment la ressource gère cette deuxième couche, celle de la description qui est indispensable pour faire du shopping? Vous mettez le doigt sur l'étape suivante, et elle est cruciale. Une fois les noms de base acquis, on enrichit. On ajoute les adjectifs de couleur, bien sûr. Bleu, noir, rouge, en introduisant l'idée de l'accord de l'adjectif. Puis viennent les matières, en coton, en laine, en jean. Ensuite les motifs, unis, à rayures, à pois.
Et là, soudain, la simple phrase « un pantalon » peut devenir « un pantalon bleu en jean ». L'expression gagne tout de suite en précision. Et j'imagine qu'on ajoute aussi des verbes, parce que juste avec des noms et des adjectifs, on est encore un peu statique. C'est la couche active. On introduit les verbes d'action essentiels. Porter, mettre, enlever. Et le plus important dans notre contexte, essayer. Et avec juste ces quelques verbes, on peut construire des phrases complètes qui décrivent une action. Je voudrais essayer ce pantalon bleu. Ça y est, on a tous les outils pour formuler une demande. C'est là que ça devient vraiment puissant pour moi. Parce que je me souviens avoir appris des listes de verbes sans aucun contexte. 6 mois après, j'étais incapable de commander un repas. Cette méthode, c'est l'exact opposé. C'est presque une libération. En parlant de mots, je suppose que la source doit aborder les petites bizarreries du français, les faux amis. Inévitablement. C'est ce qui rend l'apprentissage vivant. L'exemple classique, c'est la paire des chaussettes et des chaussures. Pour un anglophone, la ressemblance est un piège terrible. J'ai un ami qui, lors de son premier voyage à Paris, est entré dans un magasin de chaussures de luxe et il a demandé avec une assurance parfaite s'ils avaient des chaussettes en taille 43. Oh non. Le regard du vendeur. C'était quelque chose. C'est un quiproquo amusant, mais ça montre à quel point ces détails sont cruciaux. Il y a aussi les emprunts, comme un pull qui vient de pullover ou un t-shirt. Montrer ces ponts entre les langues, c'est aussi très rassurant. D'accord, donc on a notre boîte à outils. Les noms, les descriptions, les verbes. Je peux décrire une chemise. Mais maintenant, je suis dans le magasin, face au vendeur. Et là, le trou noir. L'esprit se vide. Avoir les mots, c'est une chose. Mais comment on passe à l'action? Comment je demande ma taille sans juste pointer du doigt? C'est le moment de vérité. C'est le passage de la connaissance passive « je sais ce que ce mot veut dire » à la compétence active « je peux utiliser ce mot pour obtenir ce que je veux ». Et le dialogue simulé, qu'on trouve dans la deuxième partie de la ressource, c'est le pont entre ces deux états. Il ne s'agit plus de mémoriser une liste, mais bien d'apprendre à accomplir une tâche sociale. La perspective change complètement. Alors, construisons ce dialogue ensemble. J'imagine que ça ne commence pas par un « je veux un pantalon » un peu brutal. Il faut une phrase d'approche, non? Oui, et elle doit être simple et polie. Quelque chose comme « Bonjour, excusez-moi, je cherche une chemise bleue ». Rien que cette phrase, elle fait 3 choses. Elle est polie, « Bonjour, excusez-moi », elle établit le besoin, « Je cherche », et elle donne une information précise. C'est l'amorce parfaite. Association, on apprend alors des phrases-outils comme « Je fais du 40 » ou « Vous avez ce modèle dans une autre couleur » ou même « Est-ce que vous l'avez en M ?» Ce sont des phrases courtes, faciles à mémoriser, mais qui donnent le contrôle sur l'interaction. On n'est plus passif. Exactement, on guide la conversation. Et ensuite, le moment crucial, l'essayage. On a le vêtement en main, mais Il faut demander. ce sont des phrases vitales. Je peux l'essayer, c'est la plus importante, suivie de très près par « Où sont les cabines d'essayage, s'il vous plaît ?» Sans ces deux-là, le processus s'arrête net. Ce sont des petites clés qui ouvrent des portes. Et chaque phrase réussie, c'est une petite victoire qui construit la confiance en soi. Et après l'essayage, la conclusion. Le vendeur dit quelque chose comme « ça vous va très bien ». Il faut savoir réagir. Tout est fait. Il faut être préparé à cette interaction sociale. On peut alors conclure avec « je le prends » ou, si on hésite, une formule de sortie polie « je vais réfléchir un peu, merci ». Et enfin, les questions pratiques. Combien ça coûte? Et je peux payer par carte? Et voilà. En une dizaine de phrases clés, on a couvert tout le scénario. Ce que je trouve puissant là-dedans, c'est que ce script n'apprend pas seulement des mots. Il enseigne la culture, implicitement. Vous mettez le doigt sur la erreur cachée, la plus importante. Premièrement, ce dialogue intègre naturellement les formules de politesse qui sont non négociables en France. Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Et surtout, il impose l'usage du « vous » avec un vendeur. C'est une convention sociale fondamentale. Tenter de tutoyer un vendeur, ce serait très mal perçu. On apprend le code social en même temps que le code linguistique. Ils sont indissociables. Deuxièmement, ce dialogue, c'est un terrain de jeu pour la structure des questions. L'apprenant voit et pratique en contexte « est-ce que vous avez »,« où sont »,« combien ça coûte ». C'est bien plus marquant qu'un exercice dans un livre. Mais le point le plus important, je crois, est psychologique. Pour un débutant, parler à un natif, c'est une source de stress. Immense. C'est la peur du vide. C'est la paralysie de la page blanche, mais à l'oral. C'est exactement ça. Et cette conversation simulée, c'est une répétition générale. C'est une simulation à faible enjeu pour une situation qui,
pour l'apprenant, est perçu comme un enjeu très élevé. En mémorisant ce script, on ne part plus de zéro. On a une structure, des phrases réflexes. Même si la conversation dévie un peu, on a une base solide à laquelle se raccrocher. Le strass diminue de moitié, c'est un vrai tremplin. Alors, si on fait la synthèse de tout ça, ce que cette analyse nous montre, finalement, c'est une véritable stratégie d'apprentissage si on veut apprendre une langue efficacement. La leçon est claire. Il ne faut pas commencer par des listes de mots au hasard. L'approche la plus intelligente, c'est de choisir un thème concret et utile, les vêtements, la nourriture, d'apprendre le vocabulaire de base et tout de suite de chercher un script de conversation pour le mettre en pratique. C'est une feuille de route qu'on peut appliquer dès aujourd'hui, quoi. On apprend quelque chose le matin et on peut l'utiliser l'après-midi. C'est un effet boule de neige. Cette petite victoire dans le magasin, elle donne le courage d'essayer de demander son chemin dans la rue, puis de tenter une conversation un peu plus complexe au café. Tout part de cette première interaction maîtrisée. La connaissance s'est transformée en capacité d'action. Et cela soulève une question importante pour la suite. Une fois qu'on a maîtrisé cet acte d'achat, cette interaction fonctionnelle, que fait-on? On sait demander une taille et payer. Et après? C'est une excellente question. On a appris à faire quelque chose. Quelle est la prochaine étape? C'est là que le véritable voyage de l'apprentissage commence en fait. Est-ce que l'étape suivante, c'est d'apprendre à interagir socialement autour des vêtements? Par exemple, savoir faire un compliment sincère. « J'aime beaucoup ta robe. Elle te va très bien. » Ou peut-être s'agit-il d'apprendre à exprimer son propre style, ses goûts. En général, je préfère les vêtements confortables. Ou, niveau encore au-dessus, apprendre à se plaindre d'un vêtement de mauvaise qualité, ce qui demande un vocabulaire plus nuancé. Ce passage de la transaction fonctionnelle à l'expression personnelle, au partage d'opinions et d'émotions, c'est à ce moment-là qu'on ne fait plus que survivre dans une langue, mais qu'on commence véritablement à y vivre.